Quand leur environnement devient défavorable à la croissance, certaines bactéries Gram+ sporulent. Elles passent d'une forme végétative à une forme sporulée beaucoup plus résistante. Sous cette forme, les bactéries peuvent survivre dans des conditions physico-chimiques extrêmes, mais ne peuvent plus se multiplier. Ce sont donc des formes de résistance dans un état de vie ralenti. Maintenant, si l'on incube ces spores dans un milieu favorable à la croissance, elles germeront et donneront naissance aux formes végétatives, c'est-à-dire à des bactéries capables de se multiplier à nouveau. En général, ces spores se forment initialement dans la cellule bactérienne pour être libérées ensuite. C'est pourquoi on parle d'endospores. Les endospores caractérisent des genres bactériens saprophytes présents dans le sol. C'est le cas des bacilles Gram+ appartenant au genre Bacillus ou encore Clostridium. C'est aussi le cas des coques Gram+ du genre Sporosarcina. Les spores sont mises en évidence par plusieurs techniques. À l'état frais, par exemple, elles apparaissent réfringentes. Après coloration de Gram, la spore forme comme une lacune dans le corps bactérien coloré. Il existe des colorations spécifiques des spores qui permettent de mieux les observer. En particulier, la coloration de Wirtz, à l'issue de laquelle la spore est colorée en bleu turquoise dans un corps bactérien rose. Cette technique permet de mieux observer les caractéristiques des spores, à savoir leur forme et leur position. Voyons maintenant de quoi est constituée une spore. De l'intérieur vers l'extérieur de la spore, on distingue le chromosome bactérien qui baigne dans le cytoplasme, qu'on appelle aussi le corps. Il est entouré d'une membrane plasmique, elle-même entourée de la paroi sporale constituée majoritairement de peptidoglycanes. Tout autour de cette paroi, le cortex est constitué de peptidoglycanes mais avec moins de liaisons internes qu'habituellement. Autour du cortex, la tunique sporale est constituée d'une protéine résistante de type kératine, très riche en ponts disulfure. Cette tunique peut éventuellement être entourée d'un exosporium, qui est l'enveloppe la plus externe. Une bactérie capable de sporuler peut donc passer d'une forme végétative à une forme sporulée afin de survivre à un stress environnemental. Cette transformation est appelée la sporulation ou sporogénèse. La sporulation est déclenchée quand le milieu devient défavorable sous l'action de plusieurs facteurs, tels que la dessiccation, l'élévation de la température, ou encore la disparition de certains nutriments, comme l'épuisement du milieu de culture en source de carbone, par exemple. La sporulation peut aussi être provoquée par l'accumulation dans le milieu de culture de déchets issus du métabolisme bactérien, comme par exemple des acides issus de fermentation de glucides. De façon simplifiée, voici les étapes de la sporulation qui durent entre 8 et 10 heures. Tout d'abord, cortex et tunique se forment autour du chromosome bactérien. Par ailleurs, la bactérie se déshydrate et accumule le dipicolinate de calcium. La spore ainsi formée est ensuite expulsée et peut survivre de nombreuses années sous cette forme tant que l'environnement reste défavorable. La bactérie est cependant incapable de se multiplier sous cette forme. En revanche, elle pourra facilement être disséminée par le vent, les pattes des insectes, etc. La spore est donc une forme de résistance, de dormance et de propagation de l'espèce bactérienne. On parle de cycle sporal car la spore bactérienne peut redevenir une forme végétative au cours du processus appelé la germination. La germination peut avoir lieu spontanément pour des spores anciennes dont les enveloppes ont été fragilisées au fil du temps. Il suffit de placer de vieilles spores dans un milieu de culture neuf pour induire leur germination. Dans le cas de spores récentes, une activation est nécessaire, c'est-à-dire que les tuniques doivent être fragilisées artificiellement. Dans le cas de jeunes spores, la germination comprend 3 stades, chacun de 40 à 60 minutes. Le premier stade consiste à activer la spore par un agent capable de léser la tunique sporale. Ce peut être un choc, une augmentation soudaine de température, l'acidité, une exposition aux lysozymes, enzymes dont j'ai parlé dans la vidéo sur le peptidoglycane. Le deuxième stade correspond à l'initiation de la spore par réhydratation après élimination du cortex et excrétion du dipicolinate de calcium. Au cours du dernier stade, un protoplaste émerge
entouré uniquement de sa paroi. Le métabolisme bactérien ainsi que la multiplication reprennent alors activement. La spore, entourée de ces nombreuses enveloppes, résiste à plusieurs facteurs physico-chimiques. En particulier, elle résiste aux hautes températures. C'est pourquoi on dit que la spore est thermorésistante. Cette thermorésistance est due entre autres à ses nombreuses enveloppes protectrices, à sa faible teneur en eau libre, car protéines et acides nucléiques résistent mieux à la dénaturation thermique quand ils sont anhydres, mais aussi à la présence de dipicolinate de calcium qui stabilise protéines et ADN. L'ADN est aussi protégé par des protéines spéciales, les SASP. Pour détruire la majorité des spores, il faut appliquer un traitement thermique de 121 degrés pendant 20 minutes au moins en chaleur humide. C'est pourquoi on utilise ce barème de stérilisation quand on autoclave du matériel ou des milieux dans les laboratoires de microbiologie. Dans les industries alimentaires, ce barème doit également être scrupuleusement respecté afin de stériliser les conserves. En cas de défaut de stérilisation, en raison d'une température ou d'une durée insuffisante, des bactéries thermorésistantes ainsi que des spores risquent de persister dans la conserve. En particulier, les spores peuvent germer et donner des cellules végétatives qui utiliseront les nutriments présents et libéreront de nombreux métabolites. Il s'ensuivra une altération des qualités organoleptiques de l'aliment. Par ailleurs, dans le cas de bactéries pathogènes, apparaît en plus un risque de toxi-infection alimentaire. Par exemple, des spores de Clostridium botulinum, bactéries initialement présentes dans le sol, peuvent germer dans la conserve où elles libéreront une toxine neurotrope très puissante. Après ingestion par le consommateur, la toxine botulique provoquera une intoxination alimentaire pouvant être mortelle, le botulisme. En plus de résister aux températures très élevées, les spores bactériennes résistent également aux températures très basses, au pH extrême, aux ultraviolets, aux rayons X, à la dessiccation. Notons d'ailleurs qu'elles ne sont pas détruites par la lyophilisation. Elles sont aussi imperméables aux agents antimicrobiens tels que désinfectants, antiseptiques, antibiotiques. En revanche, elles sont sensibles à l'oxyde d'éthylène qui est utilisé pour les éliminer.